Bonjour vous êtes les bienvenus à cette session d'information pour l'application du nouvel arrêté royal sur la prévention et la lutte contre la résistance antimicrobienne. Il s'agit du troisième webinaire que nous organisons aujourd'hui avec comme oratrice Aline Lecollier de l'ARSIA. Nous avons le 22 avril eu un webinaire tenu par l'AMCRA sur les mesures d'application avec le nouvel arrêté royal et le lendemain, le 23 avril, nous avons eu également un webinaire tenu par Belpoc avec les expériences de coaching en élevage. Les deux webinaires ont été enregistrés et donc si vous n'avez pas su les suivre, nous allons bientôt publier le lien YouTube de l'ANCRA sur lequel vous pouvez suivre à nouveau les enregistrements de ces deux webinaires. Celui-ci est aussi également enregistré, donc il sera également disponible pour la suite. Quelques informations générales pour suivre aujourd'hui le webinaire. Les questions sont à poser par écrit à partir de la chat. On vous indiquera où tout à l'heure, mais les questions seront répondues oralement. Une attestation de participation ainsi que le PDF de présentation sont à demander par courrier électronique à info@amcra.be. Elles vous seront donc envoyées par la suite. Et comme je disais, les webinaires sont enregistrés, donc les liens YouTube seront disponibles. On a maintenant la présentation de Aline. Aline Lecollier de l'ARSIA. Alors, Aline attends, je voudrais mettre Aline en live. Donc, Aline Lecollier est vétérinaire, a étudié à Liège à la faculté de médecine vétérinaire. Elle a une expérience en pratique rurale pendant plus de 10 années. Ensuite, un passage dans le syndicat de la foi pendant 3 années. Et elle est actuellement vétérinaire dans le service de l'administration de la santé à l'ARSIA depuis 2023. Excusez-moi, ma voix a aussi quelques problèmes. Aline, je t'invite donc à présenter. Désolée pour le retard, mais donc voilà, maintenant, the floor is yours. Merci, donc, tu peux partager ton écran et tu es donc live, s'il te plaît. Voilà, est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Oui. On t'entend très bien, donc tu peux mettre en présentation mode et tout est parti. Ça va bien. Voilà. Mais merci Fabiana. Donc, bonsoir à toutes et tous. Donc, comme Fabiana a dit, donc, je suis Aline Lecollier, donc vétérinaire, principalement vétérinaire de terrain au sein de l'ARSIA. Donc aujourd'hui, en fait, on va séparer notre présentation en 3 points. Donc, dans un premier temps, on va parler de l'intérêt d'avoir un bon diagnostic parce que dans ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est l'utilisation raisonnée des antibiotiques et que sans un bon diagnostic, on ne pourra jamais utiliser les antibiotiques de façon raisonnée et de façon correcte. Ensuite, je vais vous parler des outils qui existent actuellement à l'ARSIA donc dans le cadre de la lutte raisonnée antibiotique porc et volaille. Donc, petit rappel, donc, il faut savoir qu'en Wallonie et donc à l'ARSIA, le secteur porc et le secteur de la volaille ne sont pas des secteurs qui sont extrêmement représentés, ils sont principalement dans le nord du pays. Néanmoins, nous suivons les exploitations et nous sommes disposés à répondre à l'ensemble des questions et des interrogations des éleveurs et des vétérinaires. Et donc, troisième partie, c'est que je vais vous parler de quelques outils futurs qui sont en développement ou en cours, ou bien qui ont un intérêt pour être développés au sein de l'ARSIA. Donc, nous allons maintenant passer sur la première partie. Donc, quel est l'intérêt d'avoir un bon diagnostic? Donc, dans un premier temps, tout simplement, le bon diagnostic est clairement essentiel pour la précision dans le traitement. Quel est le traitement le plus adapté pour la pathologie présente au sein de mon exploitation? C'est, on va dire, logique.
Ensuite, c'est clairement la prévention des complications et des récidives. Le bon traitement, en théorie, nous évitera les récidives et les complications. Ensuite, ce sera une réduction des coûts. Donc, bien entendu, si on commence à utiliser un antibiotique qui n'est pas adapté ou un traitement pas adapté à la pathologie présente dans l'exploitation, l'éleveur va être dans l'obligation de recontacter son vétérinaire pour une deuxième, voire une troisième visite, donc des frais de visite supplémentaires et bien entendu avec aussi donc, des frais de complications et des frais de changement de traitement qui y sont associés. Et enfin, un bon diagnostic, c'est important pour tout ce qui est pour tous les enjeux sociétaux actuels. Donc, je pense qu'on a dû vous en parler lors des précédentes présentations, mais donc la Belgique a un plan national d'action One Health, donc qui est pour la santé animale, humaine et également la santé des plantes. Et donc, il y a une réflexion nationale pour la diminution et l'utilisation raisonnée d'antibiotiques. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que certaines pathologies animales sont des zoonoses, donc peuvent potentiellement se transmettre à l'homme, et donc il est important de garder l'efficacité des antibiotiques pour cela. Il est également important de garder d'avoir une utilisation raisonnée au niveau des antibiotiques pour limiter le développement donc, de bactéries super résistantes et donc pour laquelle il n'y aurait plus aucun antibiotique efficace et donc ce serait extrêmement problématique. Donc, en fait, il y a le petit slogan français qui est très parlant et qui, je pense, peut être repris ici aussi, c'est clairement donc, les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc, il est important de faire le bon diagnostic pour être certain que la pathologie nécessite un traitement antibiotique. Alors, au niveau d'un bon diagnostic, il ne faut jamais oublier les bases du bon diagnostic. C'est que toute pathologie est multifactorielle. Donc, on a clairement les facteurs déterminants qui sont des pathogènes viraux ou des pathogènes bactériens. Donc, OK, c'est important de savoir la pathologie au sein de mon exploitation, c'est dû à un virus, une bactérie, mais traiter l'un sans regarder aux facteurs défavorisants qui sont les facteurs environnementaux, les facteurs nutritionnels ou alors encore les conduites d'élevage, ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment regarder la pathologie dans son ensemble pour taper juste. Donc, clairement, on ne fonce pas. Lorsqu'il y a un pathogène présent au sein de l'exploitation, on ne fonce pas les yeux fermés en disant « je vais traiter, ça va aller ». Il est important d'analyser les antécédents des élevages. Est-ce que cette pathologie-là ou ce genre de pathologie-là a déjà été présente au sein de l'exploitation? Oui, non. Est-ce que le traitement qui a été mis en place à l'époque a bien fonctionné? Oui, non. Ensuite, il est important de réaliser clairement des prélèvements pour en déterminer la source principale. Et puis aussi se dire, on va lancer un antibiogramme parce que peut-être que, imaginons, pathologie respiratoire, on connaissait la source à l'époque. Ici, la source est peut-être différente ou le pathogène qui avait produit la pathologie respiratoire les années précédentes, la souche bactérienne n'est plus la même et il est intéressant de savoir si l'antibiogramme ou l'antibiotique qui avait été prescrit à l'époque fonctionne toujours. Enfin, si tous les prélèvements ne sont pas réalisables ou qu'on ne trouve rien au niveau des prélèvements envoyés au laboratoire, il peut être intéressant de réaliser une autopsie. Ça permet d'aller directement à la source, d'aller prélever directement sur les lésions et espérer avoir un résultat direct. En fait, pour ce genre de choses, pour avoir un bon diagnostic, je pense qu'il est important de rappeler que le vétérinaire d'exploitation est clairement le premier maillon de la chaîne. Il a un rôle primordial dans l'utilisation raisonnée des antibiotiques et donc tout le processus de diagnostic qui s'y découle. Alors, OK, on veut faire un bon diagnostic, mais pour faire un bon diagnostic, il faut avoir, comme j'expliquais tout à l'heure, un prélèvement qui est réalisé de manière correcte. Alors, pourquoi? C'est parce que clairement, pourquoi je vous parle de ça? C'est clairement chez nous au dispatching et au laboratoire, on voit de tout qui arrive. Et parfois, on ne sait clairement pas aider ni l'éleveur ni le vétérinaire.
Donc, il faut se rendre compte que nous, quand on voit un échantillon arriver chez nous, on va voir un tube de sang, on va voir un bout d'organe, mais on ne sait pas plus. Vous, éleveur, vous, vétérinaire, vous connaissez l'animal, vous le voyez dans son contexte, vous connaissez les signes cliniques, vous savez s'il a déjà eu des traitements, etc. etc. Donc, c'est intéressant et c'est, je pense, pour nous pouvoir vous aider et travailler ensemble, c'est de mettre dans votre demande d'analyse une anamnèse, quelques mots. Donc, l'âge de l'animal, l'espèce, les signes cliniques qui étaient déjà présents, la prévalence. Donc, est-ce que c'est un seul animal qui est malade? Est-ce que c'est tout le troupeau? La durée, est-ce qu'après 24 heures, les morts surviennent ou est-ce que ça traîne vraiment en longueur? Est-ce qu'il y a déjà eu des traitements? L'efficacité des traitements? Tout ce genre de choses, en fait, peut nous aider, nous, au laboratoire, pour vous aiguiller sur la bonne piste et surtout pour pouvoir travailler ensemble. Et pour le bon prélèvement, il y a clairement des contraintes. Comme je disais, on a déjà vu de tout. Donc, nous, on n'arrivera pas à faire d'antibiogramme sur des bactéries commensales, donc c'est-à-dire des entérobactéries qui on ne sait pas vraiment caractériser, des prélèvements de surface comme de la peau, c'est parfois compliqué. Attention aux bactéries de putréfaction, on n'arrivera pas à faire d'antibiogramme sur des prélèvements venant d'un animal qui est mort depuis plusieurs jours. Si vous nous envoyez des cadavres donc pour l'autopsie, pareil, un cadavre qui est mort depuis quelque temps en plein mois de juillet, on ne va pas savoir faire grand-chose malheureusement. Et enfin, c'est possible que les vétérinaires vous fassiez l'autopsie et les prélèvements sur place en ferme. Ok, pas de souci, c'est très bien, ça vous permet déjà de visualiser pas mal de choses. Par contre, si vous nous envoyez des organes, dans l'idéal, en fait, on devrait avoir l'organe en entier ou en tout cas un fragment qui soit assez grand pour pouvoir préparer nos échantillons de manière optimale avec idéalement des lésions présentes pour plus d'efficacité. De même, lorsque vous ouvrez le cadavre vous-même en ferme, il est très important de renvoyer les échantillons extrêmement rapidement chez nous pour éviter que ça se dégrade. Quelque chose qui me paraît logique, mais je pense qu'il est intéressant de rappeler parce qu'on l'a déjà vu chez nous, c'est si vous envoyez plusieurs prélèvements d'organes différents, ne pas tous les mettre dans le même contenant. Parce qu'on a déjà vu un morceau de tube digestif avec un morceau de foie, avec ce genre de choses, et puis on se retrouve où tout est contaminé et on ne sait malheureusement plus rien faire. Donc voilà. Alors, l'objectif de faire vos prélèvements optimaux, comme je viens de l'expliquer, c'est clairement pour nous, laboratoire, c'est de pouvoir vous guider, vous, vétérinaires, aux choix qui seront déterminants pour l'exploitation. Potentiellement aussi, nous dire, j'ai déjà commencé à traiter parce que les animaux, ça n'allait vraiment pas et on n'allait pas les laisser comme ça en attendant les résultats. Ça va nous permettre de dire, OK, le traitement que vous avez mis en place est le bon ou non, il va falloir adapter parce qu'il y a un autre antibiotique qui est potentiellement plus efficace. Et enfin, l'objectif, mais ça c'est plus un objectif au niveau des autorités et au niveau du laboratoire, c'est de pouvoir suivre en hausse comme en baisse l'évolution des résistances au niveau des pathogènes et au niveau des bactéries pour un peu se faire une idée en disant attention, on se rend compte que cette bactérie-là, prenons au hasard salmonelle, elle devient de plus en plus résistante à cet antibiotique-là, mais par contre, elle baisse pour un autre. Donc ça, c'est intéressant pour en informer ensuite les vétérinaires. Alors, surtout, en fait, pourquoi les prélèvements sont optimaux et pourquoi il est important de faire un bon diagnostic, c'est aussi de se dire, est-ce que réellement, le problème, c'est une bactérie ou pas, en fait? Alors oui, ok. On arrive, notre prélèvement nous dit, ok, c'est bien une bactérie. On va pouvoir lancer l'antibiogramme pour choisir le bon antibiotique et clairement pas travailler à l'aveugle. Mais c'est surtout intéressant de se dire, le pathogène n'est pas une bactérie. Donc, rappelons le slogan de tout à l'heure, les antibiotiques, c'est pas automatique. Mais prenons l'exemple du SDRP en porc, c'est dû à un virus. Donc, ça ne sert à rien, sauf
pour des contaminations secondaires, mais en théorie, les SDRP, les antibiotiques, ne sont pas la solution. La solution est la vaccination, mais on en reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera d'un moyen de lutte avec le plan de lutte SDRP. Donc vraiment, ce qu'on peut parler en fait en conclusion donc, de l'intérêt vraiment d'un bon diagnostic, c'est que le vétérinaire d'exploitation sera le premier maillon avec le rôle primordial dans la lutte contre cette antibiorésistance. Autre maillon, c'est que il y a les laboratoires de diagnostic. Donc, il y a Arcia DGZ, mais il y en a aussi d'autres. Et je pense que ils sont à l'heure actuelle sous-utilisés et qu'ils peuvent être un dispositif vraiment de première ligne pour l'éleveur et le vétérinaire pour vraiment objectiver l'utilisation des antibiotiques et diminuer l'utilisation de ceux-ci, ou en tout cas avoir une utilisation beaucoup plus raisonnée. Donc, c'est vraiment, je pense, une optique de travail à avoir qui peuvent être intéressantes. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment le premier point, donc l'intérêt d'avoir vraiment un bon diagnostic pour ne pas traiter à l'aveugle. Deuxième point que nous allons aborder, donc, ce sont les outils actuels présents. Donc, il y a le plan de lutte SDRP en porc, qui est un plan de lutte nationale. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, OK, il n'y a pas de lien direct entre la maladie SDRP qui est due à un virus et la lutte d'antibiorésistance, mais il y a clairement un lien indirect dans le sens où toutes les infections secondaires peuvent arriver suite à cette infection virale. Donc ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut penser au plan de lutte SDRP et à l'utilisation, la baisse d'utilisation des antibiotiques. Donc il faut savoir, donc, comme j'expliquais, que c'était donc un plan national qui est proposé par l'Arcia DGZ avec un financement au niveau du Fonds de santé. Donc, je vais vite faire un rappel de ce qu'est le SDRP, parce que normalement ici nous avons des éleveurs de porcs, mais également des éleveurs de volailles. Donc, le SDRP, c'est le syndrome digénésique et respiratoire porcin. Donc, maladie bleue, pourquoi? Parce que chez les porcelets et les porcs gras, ce sont principalement des troubles respiratoires où on a l'impression que le groin et les oreilles sont bleus. Et au niveau des truies, c'est principalement des problèmes reproducteurs. Donc, il y a un fort impact économique au niveau des exploitations touchées par la baisse de production et puis les mortalités. Quand ça arrive dans une exploitation, ça se diffuse extrêmement rapidement, soit par transmission directe via l'achat de porcs infectés ou alors malheureusement de semences contaminées, mais ça peut aussi avoir une voie de contamination indirecte via le matériel, donc les vêtements des soigneurs, les aiguilles, etc. Donc cette voie de contamination indirecte, on va la traiter encore un peu plus loin via les protections de biosécurité. Et puis, aussi intéressant et important de se rendre compte, c'est qu'au niveau du virus SDRP, il peut avoir vraiment des porteurs avec des semences positives de manière très, 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 très longue. Donc, c'est parfois, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait, l'animal est quand même malade. Donc, comme je l'ai expliqué, donc chez les truies, c'est vraiment des problèmes d'avortement, des porcelets mort-nés, avec parfois un peu de fièvre et des troubles respiratoires. Chez les verras, c'est clairement la qualité de la semence et la libido. Avant le sevrage chez nos porcelets, donc on a vraiment des porcelets avec des problèmes respiratoires, avec des mortalités assez importantes. Et après sevrage et durant l'engraissement, c'est de nouveau des problèmes respiratoires, qui est plus embêtant pour l'engraissement, des grosses baisses de croissance. Pour vous donner un peu une idée, donc les photos qui sont présentes ici, donc je vous explique pourquoi la maladie bleue. Donc on voit bien que les oreilles et le groin de la photo au-dessus. Et donc ici, ce sont oreilles bleues, quoi. Et au niveau pulmonaire, là, vous voyez toutes les petites taches blanches et toutes les lésions pulmonaires qui peuvent se trouver chez un porc malade. Alors, autre chose qui est embêtante, donc comme j'expliquais pour les SDRP, ce sont
c'est une pathologie qui va permettre de potentialiser l'action d'autres germes pathogènes, comme du mycoplasme, du streptocoque. Et donc, ces surinfections bactériennes sont problématiques pour l'utilisation et la surconsommation d'antibiotiques. Donc, ce plan de lutte est intéressant pour faire baisser la consommation d'antibiotiques qui ne devrait pas être si les animaux n'étaient pas malades au niveau du SDRP. Alors, comment on va le diagnostiquer? Donc, il y a 2 tests principalement. Donc, il y a un test sérologique. Donc, on va rechercher les anticorps dans le sang de l'animal. Donc, en fait, ça va juste distinguer est-ce que l'animal a vu passer la maladie, oui ou non. Donc, s'il y a des anticorps, c'est que l'animal a vu passer la maladie. Par contre, c'est embêtant, c'est qu'on n'arrive pas à faire la distinction à l'heure actuelle entre un animal qui a des anticorps parce qu'il a été vacciné d'un animal qui est malade. La deuxième diagnostic, donc, c'est un diagnostic virologique. Donc là, ce qu'on va chercher, on va rechercher par PCR de l'ADN du virus. Donc, si on a de l'ADN, ça veut dire que le virus est présent, soit dans le sang ou dans les organes qu'on a recherchés. Donc là, ça va nous permettre de détecter, OK, le virus, on a des anticorps, donc est-ce que c'est vaccination ou est-ce que c'est la maladie? Deuxième analyse, on nous fait une PCR, on détecte de l'ADN, OK. L'ADN du virus est présent, c'est-à-dire que le virus est présent et donc l'animal est malade. Par la suite, on peut faire un séquençage au laboratoire national de référence qui est Sciensano, mais ça, c'est vraiment dans un deuxième temps. Rapidement, en Wallonie, pour bien vous montrer que la filière porcine est vraiment très faible, c'est en moyenne, c'est plus ou moins 6% de la production nationale. Donc la production de porc en Wallonie, c'est 6% de la production nationale, mais par contre, c'est 52% de la production biologique. Et au niveau du suivi SDRP, donc les chiffres pour l'année 2024, on s'est rendu compte que sur les exploitations que l'on avait, on a 34% des exploitations qui sont séropositives, 34% pardon, de sérologie, donc de tests qui ont été faits qui sont séropositifs, ce qui représente 41% d'exploitations séropositives. Alors, on remarque que les exploitations des naisseurs sont beaucoup moins séropositifs que les engraisseurs, ce qui est logique parce que les engraisseurs, ils vont chercher, ce sont généralement des intégrés qui vont aller chercher des porcs venant d'ailleurs. Et chez nous, on a, donc sur toutes les exploitations qui ont été testées chez nous, ça représente, on a 56% des exploitations qui sont positifs en Wallonie. Alors, le moyen de lutte du SDRP, comme je l'ai expliqué, les antibiotiques ne servent à rien. Donc, clairement, c'était la vaccination, et, dans un premier temps, et la biosécurité, qu'on abordera tout à l'heure. Au niveau de la vaccination, je vais vous passer les détails des souches, etc. Mais il est important de savoir qu'il y a 2 vaccins disponibles sur le marché. Il y a un vaccin vivant atténué. C'est principalement la souche européenne, donc ça nous arrange. Hein. Mais par contre, il ne faut pas l'utiliser en préventif dans des exploitations indemnes, mais sur des exploitations qui ont déjà été infectées et chez laquelle on a déjà découvert par PCR la présence du virus. Ensuite, on a le vaccin qui est tué ou inactivé. C'est clairement le vaccin le plus sûr. Et par contre, c'est celui-là qui doit être utilisé en prévention et pas sur des exploitations qui sont déjà positives parce qu'il ne va pas apporter une protection suffisante contre le virus qui serait déjà présent dans votre exploitation. Donc clairement, comment choisir le bon vaccin? Tout à l'heure, je vous parlais du rôle primordial et le premier maillon de la chaîne de votre vétérinaire d'exploitation. Mais là, de nouveau, c'est pareil. C'est une discussion à avoir en fonction des tests réalisés au sein de votre exploitation. Est-ce qu'on a un test PCR positif, oui ou non? Et quel est le plus sûr à utiliser? Donc, c'est clairement une discussion à avoir avec votre vétérinaire. Donc, comme je le disais, donc la vaccination, c'est vraiment dans une stratégie globale, avec comme objectif, donc, dans un premier temps, de protéger les animaux, de réduire la mortalité et surtout essayer d'assainir un élevage.
mais cela, la vaccination ne va pas sans une conduite d'élevage particulière et sans une biosécurité. Alors, qu'est-ce qui est proposé à l'heure actuelle en Belgique? Donc, on a, comme je l'expliquais, le plan national de contrôle. Donc, c'est clairement sur base volontaire. Et l'objectif, c'est de réduire l'impact économique et sanitaire de cette maladie au sein de votre exploitation, mais aussi de réduire l'utilisation des antibiotiques. Donc, le plan est divisé en plusieurs parties et chaque maillon de l'élevage a une approche spécifique. Donc, les naisseurs engraisseurs, les engraisseurs purs, etc. etc. Au niveau du soutien financier, donc, la Wallonie a de la chance. Donc, il y a 2 soutiens financiers. Donc, on a une partie du soutien par le Fonds de santé, qui est le soutien tant pour la Flandre que la Wallonie. Et en plus, nous avons eu une enveloppe de la région wallonne qui permet à ce que le programme qui sera lancé en 2025 sera 100% gratuit pour l'éleveur. Donc, c'est quand même intéressant de vous rendre compte que c'est quelque chose, donc les tests de laboratoire vous seront 100% gratuits. Alors maintenant, c'est sûr que les frais de votre vétérinaire, que ce soit pour les prélèvements de prise de sang, etc., sont à votre charge, mais tout ce qui est laboratoire est gratuit. Pour vous faire un peu une petite idée, je vous passe rapidement, mais pour vous donner une idée, c'est qu'à l'heure actuelle, un ELISA, donc un examen du sang au niveau recherché s'il y a des anticorps dans le sang, ça coûte 10 €. Une PCR, donc rechercher l'ADN du virus, c'est 53,89 €. D'accord? Donc, ça vous fait clairement une réduction assez importante quand on voit que chez les animaux, on doit faire 3 fois par an des PCR et des ELISA. Donc, ce que nous proposons, nous, à l'Arcia, c'est dans un premier temps, on vous propose des visites. Donc, soit vous qui nous appelez parce que vous avez eu des résultats positifs, soit ma collègue qui est Zoé Blox. Vous avez les coordonnées ici en dessous, donc c'est clairement elle qu'il faut contacter si vous avez besoin d'aide au niveau du SDRP. Donc, soit ce sera une visite qui vous sera proposée à votre demande, ou nous qui aurons remarqué via vos analyses qu'il y a du SDRP, vous êtes SDRP positif, et ma collègue prendra contact avec vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, ma collègue, elle va préparer toutes les données du troupeau qui existent chez vous. Regardez les visites vos fiches de biosécurité. Faire votre visite en ferme. Discuter du plan de vaccination, oui ou non. Du monitoring SDRP, oui ou non. Et ensuite, il y aura un suivi de votre monitoring en fonction de vos résultats pour voir ce qui est le plus adapté à faire chez vous. Et ensuite, il y aura un rapportage de visite et des conseils qui en suivront. Donc, je vous invite clairement, si vous êtes intéressé, donc, de prendre contact avec Zoé. Donc, voilà pour notre plan de lutte SDRP. Donc, le deuxième outil actuel, c'est la biosécurité. Donc, c'est un outil qui n'existe pas à l'Arcia spécialement. C'est, on va dire, le mot à la mode, mais qui est très utile. Pourquoi la biosécurité? C'est quoi? En fait, c'est juste prévenir. D'accord? Donc, c'est prévenir pour empêcher l'introduction de nouveaux pathogènes dans un élevage indemne, mais aussi une prévention quant à la circulation à l'intérieur d'un élevage. Nous pouvons imaginer qu'une zone, donc ici on a les porcs, mais ça passe pareil pour les volailles, qu'une zone de l'exploitation est touchée. Le but du jeu de la biosécurité, c'est que les autres zones ne soient pas malades et que le pathogène ne flambe pas et ne se répande pas comme une traînée de poudre dans l'exploitation. Donc, c'est vraiment la biosécurité, c'est vraiment donc minimiser tout risque d'introduction et de propagation. Alors, rapidement, au niveau biosécurité, le but du jeu, c'est clairement, en plus, en porc et volaille, c'est facile à faire, c'est marche en avant. Donc, on va aller toujours des animaux les plus jeunes vers les plus âgés.
quand il y a des tranches d'âge différentes. Conduite en bande, donc c'est tout le monde bouge en même temps. Et marche en avant, c'est aussi donc des plus jeunes vers des plus âgés, et c'est surtout terminé par les animaux malades. Donc c'est vraiment ça le plus important. Ensuite, c'est le secteur all in all out, donc le principe tout est vide, tout est plein. Pareil en élevage de porcs et de volailles, ce sont des choses qui sont réalisées couramment, si je ne pourrais pas dire tout le temps, ce qui est bien sûr beaucoup moins le cas et impossible à réaliser en élevage bovin, par exemple. Au niveau du personnel et des visiteurs, donc, le but du jeu, c'est vraiment de ne laisser rentrer personne. Donc, mettre des barrières physiques, des sonnettes pour ne faire rentrer aucun visiteur, les sas sanitaires obligatoires pour avec les lavages de mains, les tenues, etc., qui est pour moi, je pense, en porc et en volaille, de nouveau, des choses qui sont acquises, qui, je pense, sont réalisées dans toutes les exploitations. Important de former le personnel, donc bien prendre conscience, surtout si vous avez du personnel nouvellement engagé, de bien leur faire prendre conscience que s'ils s'occupent d'animaux malades, ils ne doivent pas retourner voir les porcelets après, par exemple, ou retourner voir les animaux sains après, ce genre de choses. Au niveau des locaux matériels, alors c'est intéressant, donc vraiment nettoyage et désinfection, en même temps que le vide sanitaire, les produits agréés qui sont, je pense, sur le site de l'AFSCA. Également, aiguilles à usage unique. Et tout doit être toujours désinfecté. Ce qu'il ne faut pas oublier, donc pour faire le petit exemple de la transmission de nouveau, pour revenir à notre SDRP, qu'il y a eu des études qui ont montré que clairement, le SDRP pouvait se transmettre via des supports inertes. Donc, c'est important donc, de ne laisser aucun matériel qui va à la fois dans la zone saine et dans la zone infectée. Chaque secteur d'élevage doit avoir son matériel et à chaque fois son lavage de main. Alors, un truc intéressant que j'ai pu voir et que vous verrez plus tard en photo, c'est chaque zone a des bottes de couleurs différentes. Donc, les jaunes, c'est pour l'engraissement. Les rouges, c'est pour les animaux malades. Les bleus, c'est pour les naissances. Ça permet de se dire, même si on ne fait pas exprès de passer dans une zone qui ne correspond pas à la couleur, ça permet aux ouvriers ou au personnel travaillant dans l'exploitation en tant que tel, tu n'as pas la bonne couleur de botte, tu n'as rien à faire ici. Ce sont des petites choses qui sont visuelles et qui permettent de rappeler. Ensuite, donc les véhicules. Idéalement, personne ne rentre avec son véhicule dans l'exploitation, sauf bien entendu ce qui est obligatoire, donc le vétérinaire. Mais quand je dis personne ne rentre dans l'exploitation, c'est essayer de mettre les cadavres pour Rendac à l'extérieur ou dans une zone sale prévue à cet effet, mais qui ne soit pas proche des zones d'élevage. Pareil pour les quais, pour si vous devez embarquer les animaux. Et le camion d'aliments, etc. etc. Les nuisibles et les animaux domestiques. Donc, c'est important, et c'est dans toutes les checklists, petit rappel de l'AFSCA, c'est d'avoir des dispositifs efficaces et des traitements contre la dératisation et le traitement des nuisibles, que ce soit aussi les oiseaux. Mais je tiens aussi à rappeler qu'il est important que normalement, les animaux domestiques, donc chiens, chats, ne peuvent se promener dans les exploitations où il y a les animaux, parce que certaines pathogènes peuvent se transmettre de l'un à l'autre. Donc ça, ce sont toutes des petits conseils de biosécurité, mais on est bien d'accord que chaque exploitation est différente, que certaines choses sont applicables sans problème et d'autres moins. Donc c'est clairement des choses qui doivent être à considérer en fonction de ce qui est possible chez vous, mais il faut se rendre compte que les mesures de biosécurité, même si parfois elles sont contraignantes, c'est vraiment votre police d'assurance. Si ça vous permet d'avoir quelques mesures contraignantes, vous permet de ne pas faire rentrer n'importe quoi en tant que pathogène, je parle bien entendu, dans votre exploitation, et donc des frais supplémentaires, des mortalités, etc. Il vaut mieux parfois devoir supporter quelques mesures contraignantes. Alors,
important, c'est vraiment la vigilance, entrée et sortie de visiteurs. Donc, de nouveau, comme j'expliquais, des choses visuelles, un panneau où ça ne peut pas passer, une chaîne, des registres de visite, et tout ce genre de choses pour rappeler qu'on ne peut pas y aller. Parce que parfois, voilà, vous avez un visiteur qui vous cherche, vous êtes dans votre exploitation, pour vous trouver, il va peut-être avoir tendance à vouloir aller ouvrir les portes, aller dans des endroits où il n'est pas censé être, et un visuel, une chaîne, rappelle que, OK, on ne peut pas rentrer là. Donc ça, c'est un petit graphique, un petit dessin qui a été fait par l'Institut du Port, donc l'IFIP en France, qui explique en fait en un graphique tout ce que je viens de vous dire. Donc, vraiment, la zone d'étable ici, on voit que le fumier est vraiment mis à l'extérieur pour que le camion n'ait aucun accès avec la zone dite zone d'élevage. De même que la zone d'équarrissage est vraiment mise à l'extérieur. Et vraiment, pareil, de nouveau, ici, l'aliment ou la zone de parking. Donc, on essaye de faire des zones partout pour éviter de se croiser et de faire rentrer des pathogènes dans l'exploitation. Donc, c'est un petit schéma rapide donc, du sas sanitaire. Donc, je pense qu'en porc et en volaille, vous êtes parés à ce sas sanitaire. C'est que quand on rentre, on se change complètement. Quand on sort, on se change complètement. Et c'est surtout intéressant ici, c'est de montrer la barrière physique. Donc ici, c'est un banc. Ça peut être peu importe ce que c'est, mais c'est important d'avoir vraiment une barrière physique qui va définir, entre guillemets, la zone propre, la zone sale. Donc, quand on rentre dans l'élevage, quand on sort de l'élevage, et pour ne pas tout mélanger. Vous verrez d'autres photos après, clairement, qui vont vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, ou dans l'idéal, ce qui ne doit pas être fait. Donc, troisième outil existant, c'est FarmFit. Je pense que, de nouveau, porc et volaille, vous avez tous entendu parler de FarmFit. Vous avez déjà tous rempli votre audit de biosécurité. Alors, pourquoi on vous embête avec cet audit de biosécurité? Donc, c'est une recommandation de l'AFSCA. Pourquoi? Donc, suite à la peste porcine africaine, suite à la grippe aviaire hautement pathogène et potentiellement suite à toutes les maladies émergentes qui risquent d'encore arriver chez nous. Donc, c'était vraiment pour encadrer et éviter la propagation de ces maladies et éviter que ces maladies ne rentrent dans votre exploitation. C'était vraiment le point principal du pourquoi l'AFSCA a voulu encadrer la biosécurité. Dans un deuxième temps, il y a clairement la lutte contre l'antibiorésistance. Comme on l'a dit, si on ne fait pas rentrer de pathogènes, on n'a pas d'animaux malades, donc pas de but d'utiliser antibiotiques. Et troisièmement, il y a eu la nouvelle réglementation européenne qui a obligé les autorités à mettre en place certaines choses, certains règlements. Donc, en 2014, ça a commencé chez les porcs, qui en fait explique que FarmFit, c'est une évaluation du risque dans les exploitations. Et en 2008, au niveau de la grippe aviaire, ça a été mis en place parce qu'on s'est rendu compte que cette grippe aviaire et les abattages massifs ont une répercussion économique extrêmement importante. Et donc, l'AFSCA trouvait vraiment judicieux de pouvoir mettre un plan en place et surtout d'évaluer les risques au niveau des exploitations. Alors, l'audit en tant que tel, c'est quoi? C'est une collaboration entre privé et le public. Donc, au départ, ça vient du biocheck de l'Université de Gand. Et il y a une discussion avec les éleveurs, discussion avec l'AFSCA, Arcia DGZ, l'Université de Liège. Et comment ça fonctionne? Donc, vous avez l'audit qui est fait et encodé dans FarmFit par votre vétérinaire. Ensuite, il y a un lien direct qui est fait entre l'application FarmFit et le biocheck de l'Université de Gand qui va calculer un score. Ce score va être renvoyé dans votre rapport de visite dans FarmFit et ce rapport de visite va être envoyé à l'éleveur, au vétérinaire, mais aussi aux autorités. Comme c'est une obligation légale de le faire, les autorités, donc l'AFSCA, doivent en être informées. Donc, en pratique, donc depuis 2021, donc juin 2021 pour les porcs, ça doit être fait
on va dire une fois par an, donc entre 10 et 14 mois, donc une fois par an, pour toutes les exploitations de porcs, sauf ce qui est considéré comme hobbyiste. Il est principalement, c'est pour les plus de 3 porcs, les moins de 3 porcs, à l'heure actuelle, il n'y a pas de score, même si l'audit doit être fait, ils n'ont pas de score de biosécurité. Et il y a une obligation d'élaborer les plans d'action si le score est mauvais. Depuis décembre 23, c'est pour les volailles. Donc ça, c'est une fois par an, souvent c'est fixé à novembre-décembre. C'est toutes les exploitations commerciales de volailles, avec des exigences spécifiques en fonction du type d'exploitation. Donc poule plein air, poulet de chair, pondeuse, etc., etc. Et à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de plan d'action à mettre en place lorsque le score est mauvais. Donc voilà, donc ce qu'elle expliquait, donc les porcs de les exploitations de plus de 3 porcs, on doit faire l'audit. Les moins de 3 porcs, il n'y a rien à faire, ou juste se dire, j'ai moins de 3 porcs, je n'ai pas d'audit à faire. Donc les volailles, les différentes spéculations. Donc au départ, c'était poules pondeuses et poulets de chair. Et puis depuis fin de l'année 2024, il y a en plus des audits pour les volailles de multiplication, les pondeuses avec parcours extérieur et les poulets de chair avec parcours extérieur. Et quand on parle, donc, j'expliquais tout à l'heure, on parlait d'exploitation commerciale, donc c'est tout ce qui est normalement 200 volailles, mais il est possible de les faire si, à moins de 200 volailles si vous avez un numéro de troupeau, etc. Alors, au niveau Farm Fit, là, je vais vous expliquer un peu au niveau des porcs, parce que c'est l'espèce pour laquelle nous avons le plus de recul, quelques exemples de résultats qui nous montrent clairement la différence entre le nombre de truies présents dans l'exploitation. Donc, en dessous de 100 truies, plus de 500 truies et entre 100 et 500 truies. Donc, les premières questions, en fait, nous montrent vraiment où se trouvent les animaux. Donc, la carte ici, on le voit bien. Au niveau du nord du pays, on est clairement... Tous les points bleus, c'est donc toutes les exploitations à plus de 500 truies, elles sont au nord du pays. Donc, quand on demande est-ce que l'exploitation est située dans une zone de haute densité, ben, oui. Quand c'est plus de 500 truies et entre 100 et 500, on comprend pourquoi le oui, elles sont toutes dans le nord du pays. Est-ce que vous avez une autre exploitation dans les 500 mètres autour de chez vous? De nouveau, les grosses exploitations, c'est un oui franc et massif. Le graphique nous montre bien. Ensuite, au niveau des modes de production, est-ce que vos animaux ont accès à l'extérieur? On remarque que clairement, les accès à l'extérieur, ce sont les plus petites exploitations. Et encore, il n'y a que 30% d'exploitations de moins de 100 truies qui ont accès à l'extérieur. Les autres, pas vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres animaux dans la ferme? Donc là, de nouveau, ce que le rapport nous montre, c'est que 60% des exploitations de moins de 100 truies ont d'autres animaux. Donc c'est fort probablement des exploitations bovines qui ont les porcheries à côté, tandis que les exploitations de plus de 500 truies ou entre 100 et 500 truies, ben, clairement, en général, ils ne font que du porc. Est-ce que au niveau de la semence, elle est achetée? Là, majoritairement, oui. Donc ça, c'est tout le monde achète la semence. Est-ce que l'eau est analysée, que ce soit à la source ou que ce soit directement au niveau de l'abreuvoir? Là, de nouveau, on voit que dans les grosses exploitations, donc entre 100 et 500 truies, mais aussi au plus de 500 truies, dans la majorité des cas, l'eau est analysée. C'est moins le cas dans les petites exploitations. Au niveau des transports maintenant, est-ce que les animaux, les véhicules qui transportent les truies est vide à l'arrivée? Donc là, on voit que dans les petites exploitations, en général, ce n'est pas fait. De nouveau, est-ce que le transport est nettoyé et désinfecté avant de rentrer? Ben, les plus de 500 truies, en général, c'est fait. En dessous, moyennement. Donc, de nouveau, risque d'introduction. Est-ce que les porcelets
sont transportés dans d'autres exploitations. On voit que les grosses exploitations de 500 truies, et même les 100 à 500 truies, c'est généralement le cas. Et oui, ce sont des naisseurs, et après, les porcelets partent via l'intégration, être engraissés ailleurs. Tandis que les petites exploitations, ce sont généralement les exploitations en Wallonie, ce sont des naisseurs-engraisseurs. De nouveau, au niveau, est-ce que les véhicules arrivent vides ou est-ce que les véhicules sont nettoyés et désinfectés? On remarque la même chose que, au niveau que tout à l'heure. Les grosses exploitations, c'est le cas, mais ce n'est pas le cas dans les petites exploitations. Au niveau des carcasses maintenant, et du fumier, donc est-ce qu'il y a du matériel spécifique pour le lisier? Donc, par exemple, est-ce que le tuyau qui se trouve ici reste à la ferme, oui ou non? Ou est-ce qu'il arrive avec le camion? On va dire que peu importe le type d'exploitation, la majorité des cas, c'est le cas. Enfin, c'est des matériels qui appartiennent à la ferme. C'est d'autant plus le cas quand ce sont des grosses exploitations. Est-ce que les animaux, les carcasses sont mis dans une zone sale? Là, de nouveau, cette biosécurité est bien respectée partout. Par contre, on remarque que dans les exploitations de plus de 500 porcs, il y en a 1 sur 2 qui ont une zone réfrigérée pour mettre la carcasse. Donc, c'est au niveau putréfaction, etc., au niveau développement de pathogènes, ben, c'est un plus. Maintenant, on est bien conscient que dans les petites exploitations, c'est extrêmement compliqué d'avoir une zone réfrigérée. Par contre, ce qu'on voit ici, donc la grosse bulle qui peut se mettre au-dessus des cadavres, c'est un point très positif pour éviter d'éparpiller les pathogènes, l'animal malade, parce que vous imaginez bien que dans cette bulle, il y a vite fait d'avoir un animal qui va passer par là, se servir et potentiellement l'amener ailleurs. Alors, au niveau des visiteurs, donc c'est ce que est-ce que les visiteurs passent par le sas sanitaire? Alors là, tout le monde le fait. Donc ça, c'est super top. Par contre, est-ce qu'il y a la zone de séparation entre le propre et le sale? Et là, on voit que c'est moins le cas. Donc, les plus de 500 truies, il y a quand même 60% qui a bien la zone de séparation entre le propre et le sale, mais c'est beaucoup moins le cas dans les autres exploitations. Donc, vous voyez la photo du milieu ici. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, les bottes de différentes couleurs en fonction des zones d'élevage. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et avec, bien entendu, au plus le petit bois qui dit « OK, on passe du côté propre, on était du côté sale ». La dernière photo ici, de nouveau pareil, là on a même des rideaux qui nous montrent pour vraiment faire une séparation. Par contre, à côté de ça, la première photo, en fait, on a l'impression que le sas sanitaire, c'est une buanderie. On voit une sorte de frigo au-dessus, la machine à laver, les chaussures de ville qui sont à côté des bottes, donc le sac de la personne, du visiteur, juste à côté des bottes de l'élevage. Qu'est-ce qui dit que, voilà, c'est de nouveau pas de séparation et un risque de transmission. Pareil, on voit la salopette présente et le pull à côté. Est-ce que c'est le pull de monsieur qui avait trop chaud et qui l'a posé là, à côté de la salopette qui est censée aller, je ne sais pas moi, chez les porcelets ou que sais-je? Donc c'est, de nouveau, un petit truc visuel peut aider à mettre en place certaines choses pour ne pas l'oublier. Alors, lutte contre les nuisibles, de nouveau, on voit que dans la majorité des cas, la lutte, elle est faite. D'accord? Par contre, est-ce que les animaux de compagnie peuvent rentrer dans les étables? Il y a presque une exploitation sur 2 dans les moins de 100 truies où les animaux de compagnie rentrent. Tandis que dans les grosses exploitations, c'est très, très, très rarement le cas. De nouveau, est-ce que les oiseaux peuvent rentrer dans les étables? De nouveau, 1 sur 2 dans les petites exploitations où les oiseaux savent rentrer dans les étables, tandis que les grosses exploitations, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'au niveau des zones d'aération, est-ce qu'il y a des grilles pour empêcher l'entrée des nuisibles? La réponse est corrélée à la question du dessus. Donc, dans les grosses exploitations, il y a des grilles pour empêcher les nuisibles de rentrer, tandis que ce n'est pas le cas dans les petites exploitations.
On a vraiment la corrélation entre les deux questions. Alors, la gestion au niveau sanitaire. Donc, est-ce que votre protocole et les stratégies de vaccination et tout ce qui est stratégie de traitement, est-ce qu'il y a quelque chose qui est suivi? On voit que oui, et on a même les grosses exploitations de plus de 500 porcs, on est à 100%. Donc, tout le monde a vraiment un plan de suivi. Et est-ce que c'est évalué une fois par an? On voit que la majorité des cas, c'est fait évaluer une fois par an. Ensuite, nettoyage, désinfection, de nouveau. Est-ce que entre chaque cycle de production, est-ce que les compartiments sont nettoyés? Là, on voit que il n'y a quand même que 50% des exploitations de moins de 100 porcs qui sont nettoyées. Maintenant, il faut se souvenir que dans les exploitations de moins de 100 porcs, on a des porcs plein air. Comment voulez-vous aller nettoyer les parcs qui sont à l'extérieur et désinfecter les parcs qui sont à l'extérieur? Donc, ça explique le pourquoi il n'y a que 50%, 57% d'exploitations qui le font. On dit que les grosses exploitations, on n'est pas loin des 100%. Alors pareil, est-ce que les couloirs sont nettoyés? Est-ce que les zones de chargement sont faites? Là, pareil, les grosses exploitations, majoritairement, 8 fois sur 10, c'est fait, tandis que c'est 1 fois sur 2 pour les plus petites exploitations. De nouveau, les exploitations plein air, il n'y a pas vraiment de corridor. Donc, voilà. Donc, par contre, au niveau de FarmFit, ça c'est juste pour l'explication. Alors, en Wallonie, on a remarqué quelques difficultés. Clairement, c'est au niveau du secteur porc, on a eu du mal à identifier les petits détenteurs, parce qu'on remarque que les exploitations où il y a plus de 3 porcs, mais que ce sont des hobbyistes, des petits détenteurs, ils ne se font pas toujours connaître. Ensuite, ça a été compliqué de sensibiliser l'exploitant de pourquoi c'est intéressant et c'est important de le faire. Et puis, c'est aussi été compliqué de convaincre sur une manière durable, de OK, je mets en place ce que l'audit me dit de faire le jour de l'audit, comme ça, je suis tranquille, on ne m'embête pas, mais après, les 11 mois suivants, je fais quand même ce que je veux. On se rend compte que l'audit peut être très bon, mais que ça ne fonctionnera jamais. Et puis, la difficulté qui a vraiment été rencontrée et qui donnait des mauvais, là c'est plus pas de la faute de l'éleveur ou pas de la faute de personne, mais c'est clairement ce qui donnait des mauvais résultats de score d'audit, c'est que la spéculation des qualités différenciées au niveau des audits plein air, elles n'ont clairement pas été prises en compte dans le programme. Donc ça, c'est en cours d'évolution et c'est important de le savoir. Donc voilà. Donc au niveau de nos outils actuels, donc notre plan de lutte SDRP en porc, la biosécurité, que ce soit en porc ou en volaille, qui est une chose importante, et l'outil FarmFit qui est déjà utilisé à l'heure actuelle. Alors, au niveau des outils futurs, il y en a actuellement 3. Donc, le premier, c'est le BSM Tools. Donc, c'est un programme informatique qui est développé et qui est en cours de développement et qui est en phase test chez certains vétérinaires et chez les étudiants de la faculté vétérinaire de Liège lorsqu'ils vont en visite d'exploitation. C'est l'équipe du professeur Sagerman. Donc, le but du jeu de ce programme informatique, c'est de faire un audit en temps réel. Donc, vous ne devez pas attendre le retour comme FarmFit. Et puis surtout, ce qui est intéressant en temps réel, c'est de pouvoir visualiser les améliorations qui seraient possibles de faire et de se dire, est-ce que si j'améliore ma ventilation, si j'améliore mes entrées d'air, si j'améliore, je ne sais pas, moi, certaines choses dans mon exploitation, est-ce que ça va améliorer, oui ou non, mon audit et la santé de mon troupeau? Alors, clairement, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit, que il y aura vraiment un onglet spécifique par espèce, donc porc, volaille, bovin viande, bovin lait. Il y en a même un pour les abeilles. Voilà. Ce sera vraiment spécifique à chaque maladie. Donc, imaginons, nous revenons chez nos porcs, nos volailles, nous avons une pathologie respiratoire. Donc, on va pouvoir vraiment spécifier que le problème dans mon exploitation, c'est les pathologies respiratoires. Je vais
donc spécifique à l'exploitation, donc c'est j'ai X animaux, mon exploitation est orientée vent dominant, il y a autant de mètres carrés ou autant d'espace par animal, etc., etc. Le but du jeu, en fait, ça va être de se dire, je vais vous plus l'expliquer avec ce dessin-là, donc c'est de trouver vraiment le juste milieu entre l'audit de biosécurité, il vous dit il faut faire ça. Donc, de nouveau, on revient sur nos problèmes respiratoires. L'audit de biosécurité dit votre étable, elle n'est pas du tout adaptée pour les pathologies respiratoires. Le mieux à faire, c'est en refaire une nouvelle. Okay. Alors, clairement, on est bien conscient que est-ce que l'éleveur va l'accepter, oui ou non? Ben, non, je ne l'accepterai pas. Ensuite, c'est qu'est-ce qui est réellement réalisable chez nous? Donc, je ne sais pas, repercer des ouvertures d'aération, placer des ventilateurs, placer des filets brise-vent si c'est ça qui pose problème. Et en fait, le programme informatique qui est en cours de développement va mettre un score à ce qu'il faut réellement faire. Ensuite, il y aura des petits curseurs qui va avancer ou reculer en fonction de ce qui est possible de faire dans votre exploitation pour ne pas détruire complètement l'étable et en faire une nouvelle. Et en fonction de, je mets un ventilateur, ben, ça avance vers le vert. Je perce un nouveau trou, ça réavance vers le vert. Et ça vous permet de voir au niveau technicité ce que vous savez faire et efficacité, entre guillemets, de ce que ça va vous apporter pour améliorer votre situation. Donc cet outil-là, s'il y a des vétérinaires qui sont présents en ligne, il faut savoir que le professeur Sagerman recherche des testeurs, donc pas hésiter de prendre contact avec lui si vous voulez tester son programme gratuitement et lui faire un retour. Je ne sais pas, mais à une époque, il y avait même un petit financement qui était possible via son projet de recherche. Maintenant, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais sachez que le professeur cherche des testeurs. Donc, voilà le premier outil. Le deuxième outil, donc, ce sont des visites d'enferme au niveau d'exploitation par l'ARSIA. Donc, à l'heure actuelle, au niveau de l'ARSIA, nous, ce qui nous intéresserait réellement en termes de réduction d'utilisation d'antibiotiques et de prévention, c'est nous sommes en train de développer en interne une sorte d'alerte de feu rouge qui serait présent lorsque nous aurons récupéré les BD100 de vos exploitations via vos benchmarking. Et on aurait une alerte dans notre programme interne qui permettrait de détecter rapidement une hausse de votre consommation d'antibiotiques. Donc, le but du jeu ici, c'est de détecter, donc, comme j'expliquais, toutes modifications, mais principalement des hausses, permettre d'alerter rapidement donc, le détenteur et les vétérinaires de ces modifications en disant « Attention, il y a eu une augmentation chez nous, on l'a remarqué, que s'est-il passé ?» Ben, vous me dites « Il y a eu une maladie. » Ok, voilà. Maintenant, c'est vraiment pour essayer d'alerter et de ne pas se retrouver dans les exploitations rouges avec des coachings obligatoires, etc. Ensuite, nous, on peut vous proposer en fait, d'analyser de manière détaillée et d'aider votre vétérinaire à analyser le benchmarking qui est proposé par l'AMCRA. Potentiellement, on peut vous proposer aussi une visite en ferme pour discuter des analyses, voir comment ça se passe sur votre exploitation, proposer des pistes de solutions pour éviter votre coaching obligatoire qui est prévu par la législation. Et c'est important de dire que ça, c'est un travail qui sera fait de toute façon main dans la main avec votre vétérinaire d'exploitation. Donc, on ne va jamais imposer, nous, des visites si vous n'êtes pas d'accord, si votre vétérinaire n'est pas d'accord. Et c'est important que toutes les parties prenantes soient autour de la table pour pouvoir discuter sereinement. Et ça n'a pas de sens de nous venir vous proposer des pistes de solutions, mais que votre vétérinaire n'est pas d'accord et continuera le travail ou ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment l'application en interne est presque finie. Donc c'est incessamment sous peu qu'on va bientôt pouvoir commencer à alerter individuellement les détenteurs et les vétérinaires.
Et enfin, le troisième outil du futur, donc, c'est les autovaccins. Donc, un autovaccin, c'est quoi? Donc, c'est un vaccin, mais quand on parle de vaccin, en général, on parle de vaccin pour des virus, mais ici, on parle de vaccin, mais pour isoler, qui sera préparé à partir d'une bactérie qui est isolée sur votre exploitation, donc sur un animal malade ou même sur un animal sain. Et le but du jeu de cet autovaccin, c'est de faire acquérir à votre animal une immunité active. Donc cet outil, en fait, c'est vraiment intéressant pour protéger contre des bactéries où il n'y a plus de solution. Donc soit il y a une résistance totale au niveau des antibiotiques, on ne sait plus quoi faire, ou il n'existe pas de traitement, ou pas de vaccin déjà présent, ou pas d'outils permettant, dans l'arsenal thérapeutique traditionnel, permettant d'aider votre exploitation. Donc ça, c'est aussi clairement une solution pour aider à l'utilisation raisonnée d'antibiotiques. À l'heure actuelle, c'est très peu demandé en porc et volaille au sein du laboratoire chez nous, mais c'est extrêmement courant au niveau des bovins, donc principalement en mycoplasme, en Escherichia coli, ce genre de choses. Donc diarrhée néonatale, c'est très très courant et nous avons de très bons retours. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. Je vous remercie tous de votre attention et je vous remets les contacts. Donc, si vous êtes intéressé par le plan de lutte SDRP, donc de contacter ma collègue Zoé Blox à l'adresse mail, donc zoeblox@arcia.be. Et si vous avez toutes des questions clairement au niveau de FarmFit, je vous invite à contacter la helpdesk qui se trouve à Sanitel à Rocherat. Donc, c'est l'adresse mail, c'est sanitel.rocherat@arcia.be. Mais voilà, tout sera disponible lorsque vous recevrez vos PDF.